C'est un podcast Vivre FM. Mon domicile, l'hôpital de demain. Une émission en partenariat avec la Fondation Santé Service. Bonjour et bienvenue dans la toute première édition de Mon domicile, l'hôpital de demain, une émission en partenariat avec la Fondation Santé Service sur Vivre FM. La Fondation Santé Service est experte dans l'hospitalisation, les soins infirmiers et l'accompagnement des patients à domicile. Alors, chaque mois, on se retrouve pour parler ensemble de ce que propose la Fondation à chacun, selon son âge, son type de pathologie et son besoin d'accompagnement. Notre mission, c'est de vous expliquer l'hospitalisation autrement, l'hospitalisation à domicile, qui représente près de 2000 patients par jour pour la Fondation en 2023 en Ile-de-France. J'ai autour de moi aujourd'hui Guylain Promonet. Bonjour, vous êtes directeur général de la Fondation Santé Service. Bonjour. Bonjour Adeline Catrineau, vous êtes directrice des soins à la Fondation. Bonjour. Déborah Ruiz, bonjour, vous êtes infirmière coordinatrice hospitalière pour la Fondation Santé Service. Bonjour Yacine Touil, vous êtes pharmacien responsable de l'unité de reconstitution de chimiothérapie de la Fondation. Bonjour. Et enfin, Caroline Masson, bonjour et bienvenue. Vous êtes patiente en cancérologie à l'hôpital Saint-Louis. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Nous serons également rejoints au téléphone par le docteur Mario Di Palma, cancérologue à l'Institut Gustave Roussy, et par le docteur Christine Paillet, médecin praticien d'hospitalisation à domicile à la Fondation Santé Service et spécialisé en cancérologie. Tout de suite le programme. En cette première, nous sommes très heureux de revenir sur l'historique de la Fondation Santé Service avec notre chroniqueuse Victoria Ribeiro. Guylain Promonet, ensuite, vous nous expliquez que la Fondation Santé Service est un établissement de santé soumis aux mêmes règles que les autres. Puis, c'est votre parcours en cancérologie, Caroline Masson, que nous allons suivre pas à pas, de la prescription d'hôpital de jour jusqu'à l'administration de votre traitement à la maison, avec tous les différents intervenants qui vous accompagnent. Alors, c'est parti pour cette première, avec nous le goût de l'aventure. Bonjour Victoria Ribeiro. Bonjour Magali. Grâce à vous, on plonge directement au cœur de l'émission. Expliquez-nous le départ, la création de la Fondation Santé Service en 1958, avec les membres fondateurs et son histoire jusqu'au parcours aujourd'hui en place. Alors la Fondation Santé Service est le premier acteur français de l'hospitalisation à domicile, ou dit HAD. Ça veut dire qu'elle soigne au domicile des patients de tout âge atteints de pathologies aiguës ou chroniques, comme les pathologies cancéreuses, les soins palliatifs, les AVC ou encore les plaies complexes. Elle propose également de la rééducation, la périnatalité ou encore la gériatrie. La Fondation gère également 3 services de soins infirmiers à domicile, 2 équipes spécialisées Alzheimer et une activité de prestataire de santé à domicile. En plus de son activité de soins, la Fondation a créé son Institut de la recherche et de l'innovation, mais elle gère aussi un organisme de formation et de conseil. Voilà, c'est une fondation plus que complète. L'idée de cette fondation est inspirée des Américains, paraît-il. Exactement, Magali. C'est en 1947 à New York que le professeur Bluestone crée la première forme d'hospitalisation à domicile, home care. Ces soins à domicile sont comparables à ceux qui sont prodigués dans le cadre d'une hospitalisation traditionnelle. C'est quelques années plus tard, en 1956, que ce concept arrive en France et va être développé par le professeur Denoy, directeur de l'Institut Gustave Roussy, un grand centre de lutte contre le cancer en région parisienne. Il est persuadé de pouvoir offrir de meilleures conditions de vie et une chance supplémentaire de guérison, puisque dans le combat de la maladie, le mental et le bien-être comptent énormément. Donc en 1958, Santé Service est donc créé par Pierre Denoy et l'Institut Gustave Roussy en lien avec la Ligue nationale contre le cancer, et cela marche très bien. Et aujourd'hui ? Maintenant, la Fondation Santé Service est le premier acteur français de l'hospitalisation et des soins à domicile en Ile-de-France. C'est 1250 salariés, infirmiers, médecins, psychologues, sages-femmes et rééducateurs soignent et accompagnent aujourd'hui près de 2000 patients par jour sur les lieux habituels de résidence, que ce soit à leur domicile ou dans des structures médico-sociales type EHPAD, MAS ou FAM. La Fondation travaille avec tous les grands établissements hospitaliers franciliens, publics ou privés, dont les centres de lutte contre le cancer, pour prendre en charge les patients à leur sortie. Santé Service est reconnue fondation d'utilité publique en 2013, a pour mission d'améliorer le développement du bien-être et la qualité des prises en charge à domicile. En plus de son activité de recherche et d'innovation, elle dispose aussi d'un pôle solidarité et engagement qui organise des actions solidaires et culturelles au service de ses patients. Vous l'aurez compris, cette fondation prône des valeurs humanistes en intervenant au domicile des personnes malades, mais aussi bien sûr des valeurs de solidarité en permettant à tous l'accès des soins de qualité à leur domicile et en soutenant notamment financièrement les usagers les plus vulnérables.
Alors concrètement, comment se passe l'hospitalisation ? Alors, cette hospitalisation concerne des malades, quel que soit leur âge, du nouveau-né à la personne âgée, qui nécessitent des soins complexes. L'hospitalisation à domicile doit être prescrite par un médecin, que ce soit le médecin traitant du patient, un médecin hospitalier ou le médecin coordinateur en EHPAD. Comme toute hospitalisation, l'hospitalisation à domicile est prise en charge par la sécurité sociale. C'est important de le dire que l'HAD garantit les mêmes conditions de qualité et de sécurité qu'à l'hôpital, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Concrètement, la Fondation fait parvenir par des transporteurs spécialisés de sa pharmacie centrale au domicile des patients tous les médicaments et dispositifs médicaux. Voilà, comme ça, quand le soignant passe à domicile, il dispose déjà de tout le matériel et des médicaments nécessaires à la prise en charge. C'est donc un système gagnant-gagnant. Exactement, Magali. L'hospitalisation à domicile permet en effet aux patients d'être soignés chez eux, entourés de leurs proches et dans un environnement familier. Cela les rassure et permet d'éviter des déplacements et limite aussi les risques d'infection liés à l'hôpital tout en assurant la même qualité de soins. C'est un maillon essentiel du système de santé français qui se développe de plus en plus mais reste encore très méconnu aujourd'hui. Merci beaucoup Victoria Ribeiro. Merci. Guylain Promonet, vous êtes le directeur général de la Fondation Santé Service. Êtes-vous soumis à des contrôles de qualité des soins ? Oui, comme il vient d'être dit, oui. On est un établissement de santé comme les autres, on est un hôpital comme les autres, à la différence près que nous n'avons pas de mur pour soigner nos patients, mais nous sommes soumis aux mêmes règles, que ce soit des règles juridiques, sanitaires que les établissements de santé. Peut-être un petit exemple, on a eu il y a un mois ce qu'on a appelé la visite de certification par la Haute Autorité de Santé. Tous les établissements de santé en France, tous les hôpitaux sont soumis à cette visite qui a lieu tous les 4 ans. Sur un référentiel qui est le même que celui d'un hôpital plus conventionnel. Alors c'est vrai qu'il y a des critères que nous n'avons pas, parce que nous n'avons pas de bloc opératoire, mais concernant le circuit du médicament, les règles d'hygiène, tout ça, ce sont strictement les mêmes règles que celles qui sont appliquées à l'hôpital, avec néanmoins les spécificités du domicile, dont on va certainement discuter aujourd'hui et dans les prochaines émissions. Tout à fait. Et la certification revient régulièrement, c'est ça ? Tous les 4 ans. Revalidé tous les 4 ans. Tous les 4 ans, il y a des experts visiteurs externes à l'établissement qui sont formés, qui viennent pendant une semaine auditer tous nos processus, qualité et sécurité des soins. Très bien. Caroline Masson, vous êtes prise en charge à l'hôpital Saint-Louis à Paris et en hospitalisation à domicile avec la Fondation Santé Service depuis mars 2023. C'est votre parcours de soins en cancérologie que nous suivons aujourd'hui pour comprendre comment concrètement se déploie l'action de la Fondation Santé Service. Caroline, ça va faire bientôt 1 an les soins à la maison. Est-ce que pour vous c'est une idée positive ? C'était une idée positive. Racontez-nous. Au départ, c'est un petit peu inquiétant. C'est déstabilisant peut-être ? C'est déstabilisant parce qu'à l'hôpital, on est quand même dans un cocon aussi. On est surveillé 24 heures sur 24. Les réactions, c'est tout de suite et immédiat, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Et après... Comme quoi, par exemple ? Dites-nous. De vivre dans un milieu qui est quand même pas très agréable pour vivre 24 heures sur 24. Puisque moi, dans mon parcours de santé, j'ai eu une chimio intensive en période de Covid qui a duré presque 6 mois. Donc c'était vraiment l'inverse, tout l'inverse là. Pas du tout facile à vivre, bien que les équipes en hôpital soient extraordinaires. Mais bon, c'est quand même pas évident. Donc l'avantage, quand on se retrouve chez soi, avec une société comme la vôtre, une fondation comme la vôtre, il y a déjà, on voit tout de suite que déjà, au niveau contrôle, etc., c'est topissime. On est rassuré. Et puis, il y a, on est dans son environnement, on mange bien, on dort bien, on respire, on est libre, etc. C'est beaucoup plus confortable, vous voulez dire ? Absolument. Pas de file d'attente non plus, pas, c'est ça ? Pas d'attente, pas de contact anxiogène, parce que rencontrer d'autres patients, ça peut être sympathique, mais ça peut aussi faire peur parfois. Bon, ça, on écarte tout ça et on est chez soi, quoi. C'est l'hôpital qui vient à la maison. Le bon côté de l'hôpital qui vient à la maison, voilà. Ok, donc pas les mauvais. Vous dites que, en fait, au départ, un petit peu déstabilisant, vous n'étiez pas très rassuré. C'est sûr, oui, au départ, c'est un peu déstabilisant. Oui, absolument. Et pour finalement être une très bonne idée par la suite, vous en êtes sûr. Oui, formidable. Très bien. In the médecin du parcours de soins en cancérologie de Caroline.
Caroline, racontez-nous ce moment en consultation à l'hôpital Saint-Louis où votre médecin vous propose ce traitement à la maison. Est-ce que ça vous a surprise ? Racontez-nous ce moment. Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été en chimio intensive, puis en rémission. Et quand on m'a annoncé la rechute, le professeur m'a tout de suite proposé un traitant à domicile. Comment ça s'est passé justement ? Vous aviez rendez-vous pour la consultation ? Voilà, pour Oui. la consultation. Quand cette rechute s'est confirmée, parce qu'évidemment ça arrivait, j'avais été prévenue, c'est confirmé. On m'a dit on va faire une chimio, ce qu'on appelle une chimio de maintien en quelque sorte, et on m'a proposé à domicile. Mais j'ai pas eu beaucoup d'éclaircissements par le professeur. D'accord. Vous savez, les consultations, c'est quand même assez rapide. Bien etc. sûr. Mais je savais qu'après, au cours des moments qui allaient suivre, j'avais rencontré l'infirmière coordinatrice de la fondation. Donc, j'ai gardé mes questions pour cette personne-là. D'accord. Voilà. Et donc, après cette entrevue avec le professeur, j'ai rencontré l'infirmière coordinatrice de la fondation. Et est-ce qu'on qui peut est venue me voir à l'hôpital. Oui, c'est ça. Voilà. Elle va nous parler juste après. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'équipe, Caroline, entre vous, l'hôpital et la Fondation Santé Service ? C'est ce que vous ressentez ? Oui, absolument. Et ça communique dans tous les sens. C'est-à-dire que parfois, moi aussi, je transmets des messages. Non, vraiment, c'est assez fluide. D'accord. Oui. Entre les trois intervenants, c'est très fluide. Oui. Bonjour, docteur Di Palma. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes médecin cancérologue à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Dites-nous à quel moment vous prenez cette décision de proposer à votre patient de se faire soigner chez lui et comment vous faites ce choix pour certains et pas pour d'autres ? Alors, écoutez, lorsque c'est possible, c'est-à-dire que les traitements qu'on propose sont compatibles avec des traitements à domicile, quand je pense que ça peut être plus satisfaisant pour la patiente ou le patient de faire ses soins à domicile, c'est à ce moment-là que je le propose. En sachant que c'est bien une proposition. C'est jamais obligatoire. Absolument pas, et ça serait stupide de rendre ça obligatoire. Alors parfois, ça s'impose à nous parce que l'état de santé des personnes fait qu'on est amené à faire des soins à domicile, bien sûr. Mais dans la grande majorité des cas, c'est vraiment un choix qu'on propose à la personne et on va vraiment discuter avec elle. Vous savez, le mieux est l'ennemi du bien dans ce genre de situation et les patients ont tout à fait le choix du soin à domicile ou bien de venir à l'hôpital, puisqu'on parle de traitement en hôpital de jour, bien sûr, en l'occurrence. Les éléments du choix, d'abord il y a des critères personnels qui regardent éventuellement les personnes concernées, mais c'est, disons, le fait d'avoir une certaine liberté, de gagner du temps aussi par rapport au fait de venir à l'hôpital quand on est un petit peu loin, d'avoir une certaine liberté aussi de pouvoir rester chez soi. À l'inverse, certaines personnes ne le souhaitent pas parce que, par exemple, ils ne souhaitent pas faire venir entre guillemets l'hôpital à la maison, ou bien parce que le logement n'est pas adapté, trop exigu par exemple. Donc c'est vraiment des décisions de cas par cas. Et vous, vous avez sûrement des conditions aussi que vous regardez si c'est faisable à domicile ou pas, c'est ça ? Oui, absolument. Pour moi, l'élément plus important, c'est vraiment la décision partagée avec la personne. Sinon, bien sûr, des traitements qui ne se prêtent pas aux soins à domicile parce que traitement prolongé, parce que nécessité d'avoir une surveillance spécifique, avec parfois des traitements avec des risques d'effets secondaires qui nécessitent une intervention immédiate. C'est sûr que c'est des traitements qu'on gardera en hôpital de jour. Mais finalement, on a beaucoup de choses qui peuvent se faire à domicile. C'est aussi un choix en fait partagé à trois en fait, puisque l'équipe d'HAD, de soins à domicile, va aussi rencontrer le patient, la patiente, son entourage, va se rendre au domicile et va valider, si vous voulez, à la fois le traitement qui est proposé, valider le fait que oui, ils peuvent le prendre en charge, et d'autre part, va valider le fait que oui, effectivement, la personne a donné son accord et oui, son environnement familial, psychologique et social convient.
Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté politique de développer les soins à domicile, docteur ? Absolument. Il y a une volonté politique. Je veux dire qu'en France, on est probablement un des pays au monde où les soins à domicile sont le plus développés, à la fois par la HAD bien sûr, mais aussi par tous les professionnels de santé libéraux, évidemment. Il y a une vraie volonté politique là-dessus depuis de très nombreuses années. Et on s'en ressent puisque on a probablement plus de facilité quand on discute avec des collègues étrangers pour faire cette proposition. Très bien. Et lorsque là, on découvre un parcours de cancérologie, quand on parle de chimiothérapie, dès la première injection, c'est l'hospitalisation à domicile ou comment ça se passe exactement ? En général, on préfère, pour tout un tas de raisons de praticité, être sûr que tout se passe bien, pour rassurer aussi les personnes, on préfère faire cette première injection en général à l'hôpital, en hôpital de jour. Et ensuite, on va faire la proposition de basculer sur le soin à domicile. Très bien. Selon vous, du coup, pour le patient, c'est une proposition intéressante que vous lui faites ? Écoutez, oui, c'est une proposition intéressante. Après, encore une fois, tout un tas d'éléments vont entrer en ligne de compte du point de vue du patient. Le contexte psychologique aussi est très important. Vous avez des gens qui vont être plus rassurés finalement de venir à l'hôpital, même si c'est un peu plus long, un peu plus compliqué. Donc, encore une fois, l'idée de base, c'est de ne jamais forcer la main de la personne concernée. Pour qu'on se rende compte, est-ce qu'il y a des soins qui sont impossibles à faire en hospitalisation à domicile ? Oui, il y a certains traitements, certaines chimiothérapies qui peuvent provoquer des effets secondaires parfois graves et qui nécessitent donc une intervention très rapide, ou bien des traitements qui sont très prolongés. Au-delà de quelques heures, 2-3 heures, c'est difficile de demander à une infirmière de rester au domicile de la personne. Donc ça, on va plutôt basculer sur notre hôpital de jour. Très bien. Juste avant de vous prendre, on discutait avec notre patiente Caroline Masson de comment elle a vécu cette proposition d'hospitalisation à domicile. Et vous, comment vous le présentez aux patients ? Comme une alternative et surtout une alternative qui est révocable. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix définitif. On peut à tout moment, la personne peut à tout moment dire, écoutez, moi je préfère maintenant revenir à l'hôpital. C'est tout à fait possible, encore une fois. Et c'est vraiment des discussions qu'on a au cas par cas, vraiment. C'est pas Après, forcément. ce qu'on essaye, c'est de mettre en avant ce qui, pour nous, est l'élément positif, c'est-à-dire moins de fatigue dans les transports, peut-être plus de liberté aussi, de rester dans son environnement familial, etc. Merci beaucoup, Dr Di Palma. Avec plaisir, merci à vous. Merci. Guillaume Promonet, une petite réaction sur le... Non, je pense que Mario Di Palma a confirmé tout l'intérêt de l'hospitalisation à domicile. Et d'ailleurs, on le voit bien sur les chimiothérapies. Pendant le Covid, on en a fait beaucoup parce que on ne souhaitait pas que les patients viennent à l'hôpital. Et tous ces patients qui avaient goûté, si je puis dire, le terme n'est peut-être pas tout à fait approprié, mais qui avaient expérimenté l'hospitalisation à domicile, et notamment dans le domaine des chimiothérapies, tous ces patients, pour la grande partie, on souhaitait continuer à domicile. On avait fait une étude il y a quelques années d'ailleurs auprès de patientes pour prise en charge pour cancer du sein, et on était à 85 ou 90% des patients qui avaient connu donc l'hôpital de jour et l'HAD et souhaitaient continuer en HAD, ce qui signifie quand même qu'il y en avait 10 à 15% qui, pour les raisons que Mme Masson a expliquées, pour les raisons que le docteur Di Palma a aussi expliquées, certains patients préfèrent le côté un peu rassurant de l'hôpital, ou ne préfèrent pas mélanger le domicile qui est un lieu de vie de l'hôpital qui est un lieu de soins. Donc on a quelques patients qui préfèrent, et d'ailleurs Mario Di Palma l'a dit, c'était réversible. Un patient qui serait pris en charge à domicile mais qui ne souhaiterait pas continuer, il n'y a évidemment aucun souci. Aucune obligation à continuer comme ça. On travaille très bien avec l'IGR, mais l'ensemble des hôpitaux avec lesquels on travaille, et donc on peut réhospitaliser sans souci. Déborah Ruiz, vous êtes infirmière coordinatrice hospitalière pour la Fondation Santé Service. C'est vous qui prenez la suite du médecin hospitalier prescripteur. À ce moment-là, vous intervenez à l'hôpital. Expliquez-nous votre rôle. Donc en fait, on reçoit une demande de la part d'un prescripteur, et il y existe plusieurs coordinatrices un petit peu sur toute l'Île-de-France.
et on va du coup répondre à la demande. On va déjà vérifier que ce produit est faisable en hospitalisation à domicile, et puis on va prévoir un entretien avec le patient, puisque du coup on va se déplacer ou être sur place pour rencontrer le patient, lui expliquer justement ce que disait Madame Masson, toute le pratico-pratique de comment ça va s'organiser, quelles vont être les conditions, vérifier aussi que tout est cadré et qu'il n'y a pas de problème de sécurité ou dans la prise en charge. Et donc, on va rencontrer le patient. À l'hôpital ? À l'hôpital, tout à fait. On va faire l'évaluation, donc en lui expliquant aussi tout ce qu'on fait à la maison, comment ça va s'organiser, la livraison du matériel, du produit, le passage des infirmières et tous les numéros de téléphone. Le patient ressort avec un dossier de soins, avec tous les documents à l'intérieur, les numéros des personnes à concerner et avec l'ordonnance du médecin. Donc, on va pouvoir faire le planning du traitement qui va être après envoyé à notre pharmacie. Dès ce rendez-vous-là, vous faites le planning ? On fait quasiment le planning avec le patient et les indications du médecin pour qu'il y ait toutes les informations, que le patient parte avec tout finalement de déjà organisé. Pour la cure suivante, finalement. Puisqu'on a dit, comme disait le docteur Mario Di Palma, la première injection est faite à l'hôpital, en hôpital de jour ou dans le service hospitalier. D'accord. Et nous, on prend la suite par ailleurs. Très bien. Donc, c'est quelque chose d'assez rassurant pour le patient, le fait que vous veniez, vous soyez en consultation au sein de l'hôpital et que vous mettiez tout en place avec lui, finalement, les ordonnances aussi, c'est ça ? Oui. Tout ? Donc, en général, oui, je pense que c'est une étape très rassurante pour le patient, puisqu'on prend le temps de lui expliquer en fonction du patient et de sa demande également. On s'adapte aussi. Il y en a qui vont poser beaucoup de questions parce qu'ils ont envie de savoir le moindre détail, d'autres un petit peu moins qui veulent être pratico-pratiques, quand est-ce qu'est livré mon produit, mon médicament, et puis d'autres qui ont besoin de plus d'informations. Donc on est là aussi pour expliquer un petit peu toute la prise en charge au-delà de l'injection en elle-même. Très bien, pour toute la suite finalement qui aura lieu à domicile. Celui qui part. Et nous voilà de retour dans le parcours de soins cancérologie proposé à domicile par la Fondation Santé Service. À partir du moment où Caroline accepte la prise en charge de son traitement de chimiothérapie à domicile, au niveau de la Fondation Santé Service, ce traitement part en fabrication. On appelle ça la reconstitution de la chimio, qui a lieu dans la pharmacie de la Fondation à Villeneuve-la-Garenne. Et c'est vous, Yacine Touil, le pharmacien hospitalier responsable. Alors, expliquez-nous à quoi ça ressemble cet endroit. Pouvez-vous nous décrire l'unité de reconstitution au sein de la pharmacie ? D'accord. Donc, premier challenge déjà, c'est que je vais devoir vous présenter une pharmacie hospitalière. Ça n'a rien à voir avec une pharmacie de ville que tout le monde connaît. Très bien. Donc, une pharmacie hospitalière qu'on appelle une PUI, pharmacie à usage intérieur, qui est la destination des patients hospitalisés, donc pour donner les traitements et les dispositifs médicaux au service de soins. Et la particularité de la Fondation Santé Service, comme on l'a dit au départ, on n'a pas de murs. Donc les murs, c'est chez les patients. Donc là, on doit fournir l'ensemble des traitements DDM, dispositifs médicaux, aux patients. Donc notre pharmacie à nous, c'est un entrepôt à Villeneuve-la-Garenne dans le 92, au nord-ouest de Paris. Pour faire simple, c'est environ un peu plus de 1000 mètres carrés, avec une partie vraiment logistique. Donc on rentre dedans, on a des stockeurs sur paletier, on a des cartons à envoyer aux patients, on a un stockeur rotatif qui va stocker les médicaments de manière optimisée pour les dispenser, sécuriser la dispensation. Et dans une partie de notre pharmacie, on a l'unité de préparation des anticancéreux. Et c'est là où on reconstitue les traitements. Donc cette unité-là est en deux parties. Une partie bureau pour gérer tout l'administratif. Donc comme vous l'avez dit, la réception des ordonnances, la programmation des préparations, et ainsi de suite. Et une partie qu'on appelle la zone à atmosphère contrôlée. La salle blanche, donc c'est une salle qui est entièrement stérile. Et à l'intérieur, nos équipements pour préparer nos traitements sont nommés des isolateurs. Donc l'isolateur, en fait, est une enceinte close et stérile qui a deux utilités. Comme le traitement est potentiellement dangereux pour le manipulateur, parce que c'est un traitement qui est potentiellement toxique, on va à la fois protéger le manipulateur lorsqu'il va reconstituer le traitement. Donc cette enceinte close fait ce travail-là. Et en même temps, on a un but aussi de protéger nos patients, parce que c'est des patients qui sont fragiles, dû à leur pathologie. Et l'objectif est que ce traitement soit stérile. Donc chaque entrée de produit, dès le départ reçu depuis le fournisseur, est décontaminée par un magasinier. Et ensuite, les préparateurs en pharmacie vont récupérer les dispositifs médicaux, les produits, et les mettre dans une enceinte qu'on appelle le sas de stérilisation,
qui est adjacent à l'isolateur. Donc ce sas-là, à l'intérieur, on va le charger en médicaments et en dispositifs médicaux. Et en environ 15 minutes, il va stériliser complètement tout le contenu. Donc ce qui rentre à l'intérieur pour manipulation est entièrement stérile. On contrôle ça de manière systématique. Donc on fait une recherche bactérienne, fongique, des surfaces, des grandes manipulations, de l'air aussi. Donc on vérifie à chaque fois. Donc le but, c'est que ce qu'on envoie ensuite à nos patients, ça soit entièrement stérile et sans danger pour eux. Et qu'on vous imagine, vous avez des tenues, j'imagine. Comment vous êtes ? Moi, je suis pharmacien. Je m'occupe de la coordination de tout ça. Donc, c'est nos préparateurs en pharmacie qui, eux, font la manipulation. Donc, effectivement, c'est comme j'ai dit, c'est une salle blanche, une zone atmosphère contrôlée. À l'entrée, on a un sas de déshabillage. Donc, ils vont retirer leurs vêtements. Il y a des règles d'hygiène très strictes qui sont appliquées. Et là, oui, c'est les fameuses combinaisons qu'on peut appeler parfois de cosmonautes et autres. Ah, c'est bien ça. C'est des combinaisons un peu bleues, des pyjamas, donc à usage unique. Donc à ce moment-là, ils s'habillent. Il y a des règles d'hygiène au niveau des mains, au niveau de l'habillage, casaque, charlotte, surchaussures, gants. Et donc tout ça permet d'assurer la stérilité finale pour le produit. Du produit. Donc eux, ils rentrent à l'intérieur. Ils font la manipulation, la reconstitution qui est assez simple, on va dire, c'est de prendre le produit et en fonction du protocole du patient, donc une dose est calculée, et on va préparer ce produit-là en fonction du protocole du patient. Très bien. Tout en le protégeant, bien sûr. Ouais. Donc concrètement, vous recevez les ordonnances et donc il s'agit de... la reconstitution, c'est mélanger des produits, c'est quoi ? Quand on reçoit l'ordonnance, c'est plus complexe que ça. Notre première étape, c'est une étape de coordination. Donc on va programmer, comme a dit précédemment Déborah, on va programmer l'ensemble des dates d'injection. Donc le but, c'est pas de faire seulement le traitement du patient, c'est de le faire aussi le bon jour à la bonne dose. Donc on va programmer tout ça. Ensuite, nous, pharmaciens, on va faire notre métier de pharmacien qui est de contrôler que tout ce qui a été prescrit est conforme, le bon protocole, la bonne dose, le bon rythme d'administration. Et à ce moment-là, oui, on va lancer ce qu'on appelle la fiche de fabrication. On a un logiciel spécifique qui nous permet de faire des contrôles. On se double contrôle entre nous, évidemment, à chaque étape. Et là, on rentre dans la production à proprement parler. Donc, pour faire un peu imaginer la scène, vous avez un flacon qui va faire tant de volume. Et ben pour la dose de Madame Masson, par exemple, qui est ici avec nous, il faut prendre un demi-flacon. Et ben le préparateur va prendre un demi-flacon qui va lui-même être contrôlé par un autre préparateur qui a bien pris le bon volume, de 5 millilitres, mis dans une poche, étiqueté au nom de la dame, avec la date, la péremption et ainsi de suite. Très, très strict. Oui. Docteur Christine Payet, bonjour. Merci de nous rejoindre par téléphone. Bonjour. Vous êtes médecin praticien d'hospitalisation à domicile à la Fondation Santé Service et spécialisé en cancérologie. En fonction de l'examen biologique de la patiente, c'est-à-dire de sa prise de sang, vous confirmez l'expédition du traitement vers son domicile. C'est ce qu'on appelle le hockey chimio. Et c'est vous qui le donnez, Christine Payet ? Tout à fait. Alors moi ou d'autres médecins, on est plusieurs médecins à assurer cette activité. Effectivement, comme on a vu, c'est un travail de collaboration. D'abord, on a ce qu'on appelle une éligibilité du patient et du traitement que nous, médecins d'HAD, on a travaillé avec les médecins hospitaliers. Ensuite, on a une collaboration avec les pharmaciens qui, eux, vont vérifier que tout est bien procéduré. Et nous, on a un tableau commun, ce qu'on appelle une fiche navette, sur lequel on regarde les chimiothérapies prévues 2 jours plus tard. Et donc, on va regarder avec les cadres si le patient va bien, si depuis la prescription hospitalière, rien n'a changé, et si le bilan biologique est tout à fait compatible avec les normes données par le médecin hospitalier. Et donc, si les normes sont tout à fait compatibles, on va valider de façon dématérialisée ce qu'on appelle le hockey chimio. Et donc, la pharmacie pourra délivrer le traitement et l'envoyer à domicile. Si la numération n'est pas tout à fait dans les clous sur les prescriptions du médecin oncologue hospitalier, on va recontacter ce dernier et on va faire du cas par cas. Le médecin hospitalier connaissant bien le patient, donc nous on va expliquer comment va le patient, ce qui se passe, et on va décider ensemble, et surtout c'est le médecin hospitalier oncologue qui va décider si on fait ou pas le traitement. C'est une décision entre vous deux, entre les deux médecins, c'est bien ça ? Tout à fait. Un travail, encore une fois, un travail d'équipe. Tout à fait. Le propre de l'HAD, c'est un travail conjoint entre les médecins de l'HAD, les pharmaciens, les infirmiers et les médecins hospitaliers. Merci beaucoup, Christine Payet. De rien. Et l'étape d'après, donc, c'est le transporteur spécialisé qui emmène le traitement de votre pharmacie, Yacine Twill, jusqu'au domicile de la patiente. Yacine, pourquoi un transporteur spécialisé ? Si je peux me permettre de faire un peu d'humour, on a tous l'image des transporteurs Amazon, le colis posé devant le palier, enfin... Donc ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas et ça ne serait pas acceptable en termes de produits de santé. Donc nous, on a des transporteurs qui respectent des normes beaucoup plus strictes en termes de livraison, d'horaire,
on leur impose dans le contrat d'informer le patient par SMS de leur arrivée et ainsi de suite. Donc c'est très contrôlé. Et comme on transporte des produits de santé, on a ce lien très privilégié avec eux et on surveille et on audite ce qu'ils font régulièrement. Donc le but, c'est de fournir une livraison qui suit aussi le respect de la chaîne du froid pour les produits qui doivent se conserver à température ambiante. Donc ça, on a la capacité de voir directement à quelle température était le camion du livreur et ainsi de suite. Caroline Masson, comme on vient de l'évoquer, les jours précédant votre traitement, vous vous êtes rendu à votre laboratoire pour vous assurer que votre prise de sang était compatible avec une nouvelle injection de produits de chimiothérapie. Puis, vous recevez ce colis à la maison. Dans votre cas, pas besoin de le conserver au froid, vous le stockez et vous attendez donc l'arrivée évidemment de votre infirmière. En parlant de stockage, est-ce qu'il vous faut de la place pour accueillir ces cartons les uns après les autres ? Ah oui, parce qu'on a une collection après. C'est-à-dire que, il y a dans ce carton, il n'y a pas que le produit. Il y a le champ, comment on appelle ça, le champ stérile. Il y a évidemment un jeu de seringues, de trucs, des désinfectants. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Des gants, des surgants, le costume de protection de l'infirmier ou de l'infirmière. Donc, et chaque livraison est quasiment complète. Ce qui fait que moi, ça fait 1 an là, et je me retrouve aujourd'hui avec un bac qui, je ne sais pas combien ça fait de volume, enfin, disons un petit carton de déménagement rempli de tas de choses qui n'ont pas été utilisées. Enfin, je ne parle pas de produits, bien sûr. Hein. Je ne parle pas de produits médicamenteux. Et d'outils. Voilà, des outils, des choses comme ça, des choses de... D'accord, qui vous reste un petit peu sur les bras. Voilà. Adeline Catrino, vous êtes directrice des soins à la Fondation Santé Service. Ce matériel qui ne peut pas resservir et qui s'accumule, c'est une question pour la Fondation ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Madame Masson l'explique bien. Hein. Effectivement, en HAD, on a besoin de matériel. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'hôpital qui va se déplacer au domicile du patient. Et du coup, on a l'obligation, effectivement, d'avoir un certain nombre de matériel qui est unique pour le patient, alors qu'à l'hôpital, effectivement, le flacon de solutions hydroalcooliques qu'on a tous connu pendant le Covid, il est partagé entre différents patients puisqu'il est sur le chariot de l'infirmière. Là, effectivement, il faut qu'on amène chez chacun des patients le matériel dont aura besoin l'infirmière. Après, la prise en charge des patients, elle peut évoluer dans le temps. Et donc, cette prise en charge, si elle évolue, parfois, le matériel évolue également parce qu'on a besoin de tel type de seringue pour tel type de soins. Donc, c'est pour ça qu'on a une accumulation chez certains patients de matériel qui ne sert plus. Donc, effectivement, on demande aux infirmiers de trier, mais vous savez, c'est comme tout le monde. La peur de manquer, la peur de se dire peut-être que j'en aurai besoin plus tard, fait qu'aujourd'hui, chez certains patients, il peut y avoir un peu de stock. Et c'est un vrai défi pour la Fondation, ce stock chez les patients. Il faut à la fois le prévoir, c'est-à-dire prévoir vraiment tout ce dont l'infirmière va avoir besoin pour réaliser ses soins. Elle va l'utiliser et après, au bout de la chaîne, il faut effectivement le trier et l'éliminer. Très bien. On a une question auditeur. Bonjour Lucien, oui, bonjour. On vous écoute. Oui. On entend tout le temps que les hôpitaux sont pleins. Alors, est-ce que la Fondation Santé Service joue un vrai rôle dans l'organisation du secteur de la santé en France ? Guylain Promonet, je vous laisse répondre à Lucien. Oui, bien sûr, en effet. Alors, on a commencé l'émission en disant qu'on était probablement trop méconnus, et c'est vrai, mais pour autant, au sein des HAD, on a l'habitude de dire qu'on est l'hôpital du futur et qu'en effet, une grande partie aujourd'hui des soins qui sont réalisés à l'hôpital, hors évidemment l'interventionnel, l'opératoire, tout ça, mais sinon une grande partie des soins peuvent être faits à domicile. Et donc on a, je pense, collectivement un enjeu de pouvoir, ce qu'on appelle avoir un soin le plus pertinent possible, et s'il peut être fait à domicile. D'une part, comme Madame Masson l'a expliqué, pour le patient, c'est souvent en termes de qualité de vie bien meilleur. Le patient, il est entouré de ses proches. J'entendais Madame Masson dire que la cuisine était quand même vraiment meilleure à domicile qu'à l'hôpital. Donc, voilà. Et on sait donc qu'on a un rôle encore très important à jouer. D'ailleurs, on voit que l'hospitalisation à domicile, tous les ans, c'est 5% d'activité de plus en France. C'est encore trop méconnu, mais c'est certainement le futur de l'hôpital. Et donc, quand on voit en plus les difficultés de nos collègues hospitaliers, on se dit qu'il faut qu'on accélère encore plus le développement de l'hospitalisation à domicile,
qu'on accroisse encore le champ des soins qui sont faits à domicile pour pouvoir proposer cette alternative, comme le disait Mario Di Palma, qui est peut-être encore trop méconnue par le patient, mais également par les hôpitaux, pour le bien de tous. Et pour finir, en termes de sécurité sociale, aujourd'hui, c'est à peu près un peu plus de 200 € une journée d'HAD, quand à l'hôpital, on tourne autour de 1 000 €. Donc il y a en plus, en termes de sécurité sociale, si je puis dire, un avantage collectif pour chacun d'entre nous. Bien sûr, un vrai rôle à jouer. Cours de cancérologie à domicile de Caroline. Alors, on en était où le traitement de chimiothérapie est arrivé à la maison. Déborah Ruiz, je rappelle que vous êtes infirmière à la Fondation Santé Service. Vous avez les 2 casquettes, hôpital et domicile. Comment se déroule la suite ? Vous avez échangé par SMS avec la patiente sur votre heure d'arrivée. Racontez-nous donc la suite à partir du traitement qui est là à domicile et de votre arrivée. Donc en fonction de la journée qui est prévue par la responsable, qui planifie un petit peu les soins à faire chez les différents patients dans la journée, on va prévenir le patient de notre arrivée pour vérifier qu'ils ont bien reçu le produit, tout simplement, parce que arriver et que le produit ne soit pas là, du coup, c'est une perte de temps. Autant, dans ces cas-là, on redécale un petit peu notre planning. Et puis, donc, on va arriver chez le patient. On va faire un peu comme à l'hôpital, puisque finalement, on travaille dans les mêmes règles de qualité et de sécurité. Donc, on va se laver les mains, tout simplement. On va vérifier comment va le patient. On va lui prendre son pouls, sa température, sa saturation. On va vérifier les effets secondaires de la cure précédente, savoir s'il n'y a pas eu une aggravation de tous ces effets-là, et éventuellement, du coup, réajuster. Et après, tout ce qui est pratico-pratique, on va réaliser le soin. Donc, on va vérifier ce qu'on a reçu, que ça corresponde au beau patient, à la bonne dose, à la bonne température. Il y a des témoins de température sur les petits paquets de chimiothérapie qui arrivent pour savoir si on est dans la bonne température. Et on va vérifier aussi que ce que disait le docteur Payet, qu'on ait le OK pour administrer le traitement. Donc, on vérifie que tout soit, une fois de plus, on vérifie beaucoup de choses en fait à plusieurs niveaux et on vérifie que tout est bon. Et puis, une fois qu'on a tous nos OK, que tout fonctionne, on va faire le soin. Donc, certaines chimiothérapies sont faites en sous-cutané, comme pour Madame Masson, donc sous la peau, et d'autres sont faits en perfusion. Donc, dans ces cas-là, on perfuse. En général, les patients ont ce qu'on appelle une chambre implantable sous la peau, et on va du coup perfuser, donc en stérile. On va mettre les gants stériles, les champs stériles, les désinfectants. On perfuse. On reste tout le temps de l'injection du patient. Donc, si c'est une injection qui dure une demi-heure, on reste une demi-heure. Si elle dure 2 heures, ce qui arrive parfois, on reste 2 heures sur place. Et voilà, on ne s'en va pas du domicile. Une fois que le soin est terminé, on va rincer, déperfuser le patient, vérifier une nouvelle fois que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire immédiat. Et surtout faire tout ce qui est traçabilité, qui va être très importante. Et dans le dossier du patient, noter qu'on a réalisé le traitement, les constantes du patient avant, après. Et dans notre logiciel informatique, tout ça, ça va être retranscrit également pour que dans le dossier médical du patient en HAD, le dossier informatisé, on ait vraiment la traçabilité de la préparation à l'administration avec les effets indésirables éventuels immédiats. D'accord, très bien, du geste en entier. Oui. Et dans notre imaginaire, en fait, quand on va à l'hôpital, les soignants sont en blouse avec des sortes de sabots. Comment ça se passe à domicile ? Vous avez une tenue ? À domicile, il y a une tenue, tout à fait. Il y a une blouse, il y a un masque, il y a les gants stériles, il y a tout ça. Donc, vraiment les mêmes conditions d'hygiène qu'à l'hôpital. Exactement pareil. Et alors, évidemment, l'environnement n'est pas le même que celui de l'hôpital. Est-ce que vous pouvez potentiellement être gêné, par exemple, par des animaux, des petits-enfants, ou au contraire aidé par des proches qui pourraient vous donner un coup de main pour porter, je ne sais pas. Alors, pour les animaux, on essaye en général, donc dans la première phase d'évaluation qu'on avait faite à l'hôpital, de cibler est-ce qu'il y avait des animaux ou pas. Souvent, on prévient les patients, on leur dit que ce n'est pas contre-indiqué, mais qu'on va le mettre dans une pièce à part le temps du soin pour que ce soit le plus propre possible. On a les matériels pour désinfecter les surfaces, on a des lingettes désinfectantes qu'on fait avant de préparer tout notre matériel. Donc, les animaux, on essaye de les mettre plutôt à part le temps du soin, ils reviennent après. Les petits-enfants, ça dépendra un petit peu du souhait du patient aussi. Il y a des enfants
qui vont rester jouer dans la chambre à côté très sages. Souvent, quand même, moi, la majorité de mes patientes, elles préfèrent ça, le faire les jours où il n'y a pas les enfants, quand ils sont à l'école. Mais après, c'est vraiment un choix très personnel. Ça ne va pas contre-indiquer l'administration par rapport à ça. Et bien entendu, sur les patients qui seraient un petit peu moins autonomes, puisque là, on a des traitements qu'on fait chez des patients autonomes qui se déplacent tout seuls, qui pourraient aller en hôpital de jour, mais d'autres qui sont alités et tout ça. La famille peut être aussi un aidant, bien entendu, très, très important. Guylain Promonet ? Oui, je voulais préciser sur ce point-là que c'est une des spécificités du domicile, c'est que l'aidant a un rôle vraiment primordial au domicile, puisque dans une chambre d'hôpital, la famille n'est pas toujours là et souvent on demande à la famille de sortir pendant le soin. Alors qu'à l'hôpital, on est en HAD, au domicile, on est d'abord et avant tout au sein du domicile du patient et on s'adapte à ça. Et par ailleurs, nous, on passe peut-être 1 fois, 2 fois par jour. Le reste du temps, les aidants sont aussi là et participent aux soins. Donc, on a aussi toute une politique à l'égard des aidants qui est certainement, je ne vais pas dire plus importante, mais qui est un élément majeur de notre prise en charge. Et pour le coup, les aidants participent et contribuent pleinement à la prise en charge du patient. Je pense d'ailleurs qu'on y reviendra peut-être dans les prochaines émissions parce qu'il y a vraiment un rôle primordial du patient à domicile. Oui, c'est vraiment revendiqué, le rôle de l'aidant. Tout à fait. Caroline Masson, la chimiothérapie, c'est un traitement qui est loin d'être anodin. Au moment où l'infirmière repart, est-ce que vous êtes sereine sur la suite des effets du traitement sur vous ? Oui, parce qu'on a parlé ensemble. Quand on prend les constantes en arrivant, on parle, on échange. La personne qui vient me soigner, l'infirmière me demande comment ça s'est passé la veille, s'il y a des changements, etc. Puisque tout est noté, tout est consigné. Et si je signale quelque chose, ils ont souvent l'expérience. Il y a telle ou telle réponse, des choses que je peux faire des fois toute seule à la maison, des bains de bouche avec de l'eau salée, des choses comme ça. Ou alors, je dois recontacter l'hôpital pour avoir une ordonnance, etc. Donc, quand le soignant s'en va, il m'a apporté une réponse, ou en tout cas une piste, à moi après de continuer, quoi. Oui, je me sens... me sens bien. En sécurité. Oui, voilà. Et pour vous, justement, qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui vous rassure le plus ? C'est cet échange, justement, avec... Oui. C'est primordial. Là, ça fait 1 an. Les équipes, je pense qu'elles sont choisies par secteur de géolocalisation. Et je connais tout le monde. Il y a un aspect humain qui est formidable, quoi. Vraiment formidable. Pour aller plus loin, Adeline Catrineau, en hospitalisation à domicile, la Fondation Santé Service propose une prise en charge pluridisciplinaire et aussi des soins de support comme à l'hôpital, en partenariat avec des associations pour le confort des patients et aussi des aidants. De quoi s'agit-il exactement ? Effectivement, les soins de support, déjà, qu'est-ce que c'est ? Des soins de support, c'est tous les soins en fait qui prennent en charge, où on va prendre en charge les conséquences de la maladie et de ses traitements. Donc du coup, ça peut être à la fois des soins de soutien psychologique qui peuvent être réalisés par les psychologues, ça peut être une aide sociale réalisée par les assistantes sociales, ça peut être une douleur à contrôler et on a des équipes dédiées pour la prise en charge de la douleur, ça peut être des diététiciennes. Donc tous ces intervenants-là, au sein de l'équipe pluridisciplinaire, ils font partie aujourd'hui de la Fondation Santé Service. Mais également, on va aussi développer le bien-être et on va travailler avec des associations partenaires pour proposer aux patients, s'ils le souhaitent, de l'art-thérapie, de la sophrologie, de la socio-esthétique. Effectivement, tout ça pour améliorer le quotidien du patient. Et on vous en reparlera d'ailleurs rapidement dans un autre épisode qui sera vraiment consacré aux soins de support. C'est déjà la fin de notre émission consacrée au parcours cancérologie proposé par la Fondation Santé Service. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à Florian en régie. Je rappelle que vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site fondation-santéservice.fr et que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur vivrefm.fr. L'équipe de la Fondation Santé Service vous souhaite une merveilleuse année 2024. C'est un des derniers jours pour le dire, alors on ne va pas se priver. Et rendez-vous fin février pour découvrir un parcours pédiatrique cette fois. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.